Hola! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où cette fois on va pas parler lecture mais écriture. Les plus anciens et anciennes sur cette chaîne savent que j'avais commencé cette chaîne YouTube dans le but de parler de ma passion pour l'écriture. Sauf que j'ai rapidement fait le tour et comme j'adorais lire, ça a basculé sur une chaîne Booktube. Mais j'ai toujours fait des petits updates de ce que j'écrivais dans ma vie parce que j'écris littéralement depuis que j'ai 5 ans. Parce que c'est là, c'est de là que date ma première histoire. Mais j'ai vraiment écrit de manière entre guillemets sérieuse à partir de mes 13 ans. 14 ans, j'étais à fond dans les fanfictions, mais 13 ans j'avais déjà commencé un peu à écrire. Et voilà, l'écriture ça fait partie de ma vie depuis un moment, parce que là je vais sur mes 31 ans, donc ça commence à faire. Et c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien, qui me fait plaisir, et ça faisait longtemps que j'avais pas parlé d'écriture, purement d'écriture en fait sur cette chaîne. Je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait que je fasse un petit update, un vlog, etc. en lien avec l'écriture, et vous étiez très majoritairement à dire oui, bien sûr, évidemment qu'on fait un update. Et j'ai pas forcément envie de faire un vlog, surtout parce que regarder quelqu'un taper sur un ordinateur, enfin sur un clavier, pas très fou en termes de dynamisme, et surtout j'aime bien garder mes sessions d'écriture pour moi, c'est un truc qui me fait vraiment du bien, surtout en ce moment, donc voilà, c'était le petit truc que je garde pour moi, et je voulais pas vous faire un feedback juste après avoir écrit parce que je suis un peu incertaine, mon manque de confiance en moi intervient, et voilà. Bref, on va parler écriture. Je vais déjà présenter mon premier projet que j'avais présenté aussi sur Instagram il y a quelques jours de ça pour moi. Je me suis lancée dans un projet d'écriture de scénario de drama. Alors, je vais un peu nuancer, je ne suis pas en train d'écrire un scénario de K-drama, hein, je n'ai pas cette ambition là et je suis pas inconsciente à ce point là, hein. La petite meuf blanche qui débarque et qui va écrire un scénario de K-drama, non, ça existe que dans les fanfictions ça. Le truc c'est que j'adore regarder des K-dramas et j'adore écrire comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, bienvenue, j'adore écrire et j'adore les K-dramas. Le truc c'est que dans les K-dramas, si vous ne connaissez pas le principe, ce sont des séries coréennes. Et dans ces séries coréennes, il y a des thématiques qui reviennent assez souvent, il y a beaucoup la thématique de la famille et de l'honneur de la famille, parce que c'est quelque chose qui dans la culture coréenne est très importante. Culture coréenne qui est patriarcale mais à un niveau un peu plus poussé que la France. On n'a pas du tout le même passif non plus, sachant que la France c'est pas non plus le pays le plus féministe au monde, hein. Mais bref, c'est quelque chose qui revient souvent à la famille, il y a beaucoup cette question de romance et d'amour, il y a beaucoup la notion, enfin dans ce que je regarde en tout cas, il y a souvent la notion de justice et d'injustice sociale et de lutte des classes, etc. Personnellement j'adore les dramas, enfin mes dramas préférés ce sont des dramas où oui il y a une histoire d'amour mais ce n'est pas le thème principal puisque j'adore les thrillers coréens. Enfin, en tout cas les dramas thrillers coréens, des choses qui parlent d'injustice. Au-delà de ça, dans les romances de K-drama, donc dans les K-dramas spécialisés en romance, vous avez des clichés. Et vous voyez, même en romance classique, il y a des clichés dans le fake dating, on le sait, genre la trope de « Oh, il n'y a qu'un seul lit dans la chambre d'hôtel, comment allons-nous faire ?» C'est un cliché qu'on trouve régulièrement. Et en tant que lectrice qui adore les Enemies to Lovers, quand je vois le seul lit dans la chambre d'hôtel, je vis pour ce moment, ok? C'est un petit peu la même chose avec les K-dramas, parce que il y a plein de clichés, il y a la fameuse fille qui est pauvre et le mec qui est riche, il y a la fille qui va manger plein de choses alors qu'elle est rachitique, il y a le fait que le garçon va boucler la ceinture de la fille, parce que apparemment on ne sait pas faire ça en Corée, pour attacher sa propre ceinture. Ce sont des clichés qu'on retrouve souvent et j'adore. Alors il y a des gens qui vont critiquer mais vraiment je suis tellement bon public avec ça et le moindre petit truc genre le mec qui l'attend à l'arrêt de bus, je suis là oh. Le mec qui va, genre la fille qui commence à s'endormir et le mec qui tient sa tête comme ça quand elle s'endort. Oh. Je ne vous raconte pas tout ça sans raison pour vous parler de séries coréennes, je vous raconte ça parce que j'avais très envie de, entre guillemets, dénoncer et détourner les clichés qu'on voit dans les romances de scénarios de drama coréen, parce que je trouve que Clara Hero, je vous mets la couverture de son livre ici, dans l'effet boule de neige, elle a voulu contourner un petit peu les codes de la romance, du fake dating, etc. Et j'ai trouvé l'idée hyper ingénieuse, j'étais là purée mais en fait c'est ça que je veux faire mais avec les scénarios de drama coréen, j'aimerais écrire, enfin je sais pas, je veux faire un truc comme ça. Et j'ai beaucoup brainstormé toute seule pour commencer et après avec une amie, merci Adeline si jamais tu passes par là,
On a beaucoup brainstormé tous les deux, c'est la première fois où je demande autant de conseils à quelqu'un, où j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui m'aide déjà à trouver tous les clichés, enfin tous les clichés, d'une partie des clichés qu'on trouve dans les dramas, et qui m'aide un peu à creuser, et à force de proposer des idées, soit elle soit moi, j'ai réussi à construire mon propre... mon prémisse de cette histoire. Et comme j'adore les dramas, comme j'adore me lancer dans les nouveaux projets, et comme j'adore l'écriture, j'ai pu genre faire les... j'ai pu les tout nouer ensemble. Et donc en ce moment je suis en train d'écrire mon projet qui s'appelle actuellement The Plot. Vous pouvez le retrouver sur Instagram, je vous mettrai le lien direct, parce qu'il y a même une couverture que Adeline a aussi réalisée. Et j'ai un visuel en fait, genre j'ai une couverture de livre pour mon projet d'écriture. Je trouve ça fou. Enfin, je sais que c'est un truc qu'elle a fait rapidement parce que j'étais avec elle. Je crois qu'en une demi-heure, trois quarts d'heure, elle m'a fait toute une couverture. Mais j'ai la couverture d'un livre incroyable avec un projet qui à l'époque, j'avais même pas commencé à l'écrire. Mais voilà, je suis en train de bosser là-dessus. J'ai envie de construire ça comme un épisode, enfin comme une série. Donc il y a un pilote qui correspond à un prologue en fait, qui est plus court et qui met un petit peu... qui installe un petit peu les choses. Il y a le premier épisode, donc le premier chapitre que je suis en train d'écrire, et on va bientôt arriver sur la fin du premier chapitre. Mes chapitres qui du coup vont faire 5000 mots, et je pense que dans quelques épisodes, dans quelques chapitres, on sera plutôt aux alentours de 10-12 000 mots, en sachant qu'il y a des petites astérix pour séparer les scènes. C'est un petit peu comme une pièce de théâtre si vous voulez. Les épisodes, les chapitres, ce seraient des actes, et ensuite vous avez les scènes qui changent, et voilà. Mais en ce moment je suis là-dessus, c'est quelque chose qui me fait du bien, parce que j'ai pas besoin de me prendre la tête. Alors évidemment que je me prends la tête parce que je ne sais pas écrire les débuts d'histoire et que je galère et que je rame un petit peu, mais je suis tellement contente d'écrire un truc et j'ai tellement un visuel. Alors j'ai pas forcément des acteurs et des actrices en tête pour mon plus ou moins scénario, mon projet. J'ai jamais trop des... En fait j'arrive pas à avoir des photos sur Pinterest et me dire oui c'est lui ou c'est elle qui devrait interpréter le rôle. J'ai jamais réussi à faire ça, j'ai mon propre imaginaire mais je peux pas le retranscrire parce que si je vous dis un grand brun ça représente genre 98% des Coréens qui existent sur Terre, à part quand ils font une peinture, donc bon, voilà. C'est un projet qui est très récent mais je crois qu'en l'espace de 2 jours j'ai écrit 5400 mots. Donc c'est un projet sur lequel quand je bosse dessus j'arrive à bien bosser dessus. En ce moment j'ai une santé mentale pourrie donc je me mets pas la pression, je me suis dit ce serait cool si t'écrivais. Mais si t'as envie de végéter dans ton lit toute la journée, c'est ok aussi. Genre vraiment j'essaie de m'écouter par rapport à ça. Mais c'est devenu mon projet principal. Ça veut pas dire que j'y consacre tout mon temps et toute mon énergie, mais c'est le projet sur lequel je vais le plus avancer dans les jours, semaines, mois à venir. À savoir aussi qu'en février 2021, oui c'est ça, je m'étais lancée dans l'écriture d'une histoire plus ou moins aussi inspirée de scénarios de K-drama, sauf que la fille pour le coup elle était française et que c'était l'histoire d'amour, mais vraiment ça aurait pu être un drama. Et cette histoire, j'ai fini d'écrire, je crois, fin août 2021. Donc en l'espace de moins de 6 mois. Je suis pas très bonne en maths et j'ai pas envie de faire le calcul actuellement. Mais en très peu de mois, j'avais réussi à avoir l'idée, commencer à l'écrire entièrement et terminer mon histoire. Et je trouvais ça fou parce que je travaillais en même temps. J'avais ma vie, je faisais mes vidéos, je lisais aussi une dizaine, douzaine de livres par mois et j'ai réussi à construire toute une histoire comme ça. Et je sais qu'avec The Plot, donc mon projet dont je vous parlais juste avant, il y a moyen que ça fasse, que j'ai ce même engouement parce que vraiment j'adore les K-dramas. Donc je sais que je risque d'être vraiment attirée par mon univers et complètement inspirée et de m'y consacrer à fond parce que ça reste un truc aussi où je me prends pas la tête. Même si tout n'est pas beau et tout est rose parce qu'il y a aussi beaucoup de trucs de trauma, il y a une question de deuil dedans et des thématiques que j'aime aussi. Donc il y a des thématiques qu'on retrouve dans les dramas parce que faut que ça corresponde un peu au cliché, mais il y a aussi des thématiques que j'aime. Et d'ailleurs ça se mélange tout ensemble parce que si j'aime les K-dramas c'est parce que j'aime les thématiques qui sont associées évidemment. Mais parce que je suis emballée et que c'est quelque chose qui me plaît, je sais qu'il y a moyen que je l'écrive, en tout cas le premier jet, plutôt rapidement. Et derrière je me dis putain, il y a déjà des maisons d'édition où potentiellement Pauline, ils sont un peu là-dedans, donc tu pourrais aller toquer à leur porte en mode toc toc, bonjour, j'ai écrit un truc qui correspond à votre ligne éditoriale, si jamais... Je dis pas que je vais forcément être publiée et que c'est l'objectif principal, parce que vraiment mon objectif principal avec ce projet c'est de me faire kiffer. C'est de mettre mes notes d'humour bancales là, mais que j'aime trop. Il y a le meilleur pote du héros. Je pourrais écrire un spin-off en fait sur le meilleur pote du héros et sa femme, enfin sa copine. Enfin on sait pas trop ce qu'ils sont mais on le saura à la fin de l'histoire. Mais voilà, du coup c'est mon projet principal. Mais ça n'empêche pas que j'en ai d'autres dont je vous ai déjà parlé. Donc c'est parti pour parler de ma romance
de joueuses de hockey lesbiennes. J'ai un titre provisoire que j'oublie une fois sur deux, donc on va rester sur mes joueuses de hockey lesbiennes. C'est un projet que j'adore. J'ai eu cette idée en... Tout s'est passé en 2021. Mais en août 2021, je me suis dit vas-y c'est bon, tu fais des fiches personnages. J'avais fait une vidéo où je disais que j'écrivais comme Morgane Moncomble. Et ça m'avait vraiment aidé de faire des fiches personnages. Vraiment je m'en sers encore maintenant quand je bosse sur ce projet. Donc c'est pour vous dire ô combien ça m'avait aidé. C'est un projet où j'avais les grandes lignes. Je savais surtout mes deux caractères. C'est un Enemies to Lovers et c'est de la proximité forcée. Ensuite en gros, je vous ai même pas fait le résumé en fait de The Plot. Mais en gros c'est une fille, sa meilleure amie est lesbienne. Et la grand-mère de cette meilleure amie veut à tout prix caser sa petite fille avec quelqu'un. Du coup elle la force à aller à des rendez-vous arrangés. Et là la meilleure amie elle ne peut plus parce qu'elle est lesbienne et qu'elle est en couple avec une femme. Et sa grand-mère ne sait pas qu'elle est en couple avec une femme parce que c'est pas très bien vu en Corée et qu'elle a peur de se faire chasser de sa famille tout simplement. Du coup elle va demander à Arin, qui est sa meilleure pote, d'y aller à sa place. Donc Arin elle se dévoue parce que elle sait que sa meilleure pote est lesbienne et que elle veut lui rendre service. Elle y va et en fait le mec est infâme avec elle parce qu'il sait que ce n'est pas la femme qu'il attendait. Et il est pas infâme en mode il l'envoie chier, c'est la pire espèce sur terre, c'est juste que il la remet tout de suite à sa place et il la regarde avec dédain et elle est là genre hey, yes, je me sens encore plus comme une grosse merde. Donc Arin elle retrouve sa meilleure pote, elle lui dit bah écoute ça s'est mal passé et j'ai peur en fait qu'ils disent tout à ta grand-mère parce que soi-disant les autres ils se sont connus quand ils étaient enfants mais ils gardent pas trop souvenir l'un de l'autre. Pas sûr d'être très clair. Bref, Arin elle explique à sa meilleure pote que c'est mort, que en gros il lui a même pas laissé le temps de parler et que elle espère juste ne jamais revoir ce type. Et en plus Arin elle est désespérée parce qu'elle bossait en tant que scénariste sur des scénarios de K-drama avant, sauf qu'il y a eu une fusion avec son entreprise et elle a été virée et elle était surtout une relectrice. C'est un peu comme l'univers des mangas pour les dramas, c'est-à-dire que vous avez un scénariste ou une scénariste principale et il a des assistants qui aident à faire des choses et elle faisait surtout de la relecture, elle apportait 2-3 éléments mais elle avait pas un très grand rôle quoi. Et le soir même, alors qu'elle est complètement torchée, elle reçoit un coup de fil qui lui annonce qu'elle a un poste pour intégrer genre The entreprise de scénario de K-drama quoi, de production de K-drama, et elle serait dans la partie scénario, donc elle est trop contente, elle rencontre le mec, tout se passe bien, il est même vachement avenant, il est vraiment trop sympa, machin. Et en fait elle va aussi être confrontée au mec qui l'avait envoyé chier quelques jours plus tôt. Je suis la pire pour faire les speeches, mais écoutez, elle va être bien mon histoire, genre si on l'adaptait demain, ce serait un trop bon scénario de K-drama les gars. Parce que, ah là là, les passés un peu troubles, les traumas et tout. Pour en revenir à mes joueuses de hockey lesbiennes, ici on suit Holly qui a 16 ans et qui adore le hockey. Elle vit dans le Minnesota, et dans le Minnesota c'est un état où vraiment on vit pour le hockey, parce que c'est un endroit où il fait froid. Et elle est fan de hockey depuis qu'elle est toute petite. Son frère a failli devenir, enfin a commencé à devenir joueur pro, sauf qu'il s'est fait plaquer, un mauvais plaquage qui a fait qu'il a été gravement blessé, qu'il garde encore des conséquences de tout ça et il garde un handicap de ça. Il a dû arrêter du coup sa carrière professionnelle. Et Holly elle a toujours continué le hockey. Elle était déjà gardienne et ensuite elle est devenue attaquante. Je vais vous expliquer pourquoi elle a changé de rôle. Et surtout, Holly, elle a toujours été fan de Riley Danvers. Riley, c'est une fille qui a à peu près son âge, enfin qui a 3 ans, 4 ans de plus qu'elle. Je me souviens déjà plus des âges de mes personnages, tout va bien. Mais quand Holly, elle a commencé à s'intéresser au hockey et a commencé à en faire, ça correspond à la période où Riley a aussi commencé le hockey, et Riley surtout, elle a une grande sœur qui est une professionnelle dans le milieu du hockey et c'est rare qu'une femme puisse avoir une telle place, mais sa sœur c'est devenu genre l'emblème du hockey féminin. Et Riley elle doit grandir avec une sœur célèbre, elle aussi elle s'est mise au hockey, elle était gardienne et donc Holly a voulu devenir gardienne pour faire comme Riley. Et un jour le frère de Holly, de Olivia, l'invite, lui dit qu'il a des places pour aller voir Riley sur la glace. Holly est super contente, elle est surexcitée, elle assiste au match, en plus l'équipe de Riley gagne, vraiment c'est la plus heureuse du monde. Et son frère lui annonce qu'elle a l'occasion de rencontrer Riley. Donc Holly c'est genre la grosse fangirl. Vous me voyez quand je fangirl sur Taylor Swift, c'est 10 fois pire. Vous voyez un peu le niveau?
Et Holly est trop contente, elle va pour parler à Riley, elle commence à lui dire ô combien elle l'aime, ô combien genre elle l'a inspiré dans sa vie, et Riley a une réaction dégueulasse. Je me rends compte que j'ai toujours ce genre de scénario dans mes histoires. Mais Riley a pas forcément la réaction qu'Holly attendait et elle se souvient pas de son prénom et elle la snob à moitié. Et en fait Holly se rend compte que Riley, elle avait une sorte de fantasme autour de Riley qu'elle l'idéalisait complètement et que peut-être que la fille qu'elle voyait dans les magazines et avec qui elle se sentait complètement en lien parce qu'elles avaient à peu près la même vie, le même passé, etc. Elle projetait beaucoup de choses sur Riley et là c'est la douche froide et Holly décide de ne plus être gardienne et de devenir attaquante. Et elle commence à vouer une sorte de haine à Riley qui va continuer pendant quelques années parce que Olivia va par la suite elle-même intégrer une fac et qu'elle va devoir tôt ou tard jouer contre l'équipe de Riley. Et je vous fais un petit avance rapide, mais Riley va devoir aussi à un moment donné quitter son club et intégrer le club d'Olivia. Donc vous imaginez un petit peu les étincelles entre les deux. Voilà. J'adore ce projet, je l'aime beaucoup. Alors là il y a plein de romances avec les joueurs de hockey, mais il y a 3 ans il n'y en avait pas tant que ça. Moi la saga qui a marqué même, entre guillemets, ma vie de lectrice, avec les hockeyeurs en tout cas, c'est Off Campus. Je ne sais pas si ça a bien vieilli, mais à l'époque le tome 1 j'ai trouvé formidable et j'ai aussi beaucoup aimé le tome 2. Un peu moins le 3 et 4, mais en tout cas le 1 et 2 c'était genre... Surtout le 1, genre avec Anna là, je me souviens du prénom de l'héroïne les gars. C'était vraiment un truc qui m'avait inspiré. C'est là où je m'étais un peu plus intéressée à ce sport que je connais très peu. Et après j'ai aussi une copine qui était à Grenoble et j'ai un peu de la famille de ce côté là, donc je me suis un peu plus intéressée au hockey. Je veux aller au Canada depuis que j'ai genre 18 ans, donc tu t'intéresses aussi un petit peu aux sports locaux, etc. J'ai un pote qui veut au Canada, enfin bref. J'ai commencé un petit peu plus à m'intéresser à ce sport en tout cas. Et en 2021 je me suis dit vas-y j'en ai marre. On voit quelques histoires avec des joueurs de hockey qui sortent, mais on a besoin de lesbiennes quoi. Enfin à un moment donné, il y a besoin de femmes, il y a besoin d'avoir une histoire où c'est un sport masculin qui en fait est quand même pratiqué par des femmes et on n'en parle pas et j'ai besoin d'écrire là-dessus. Et je suis trop contente d'avoir écrit là-dessus, sauf qu'il y a aussi ce truc dans ma tête qui est... C'est trop bien d'écrire des histoires Pauline, hein, mais t'as aussi ce rêve d'être publié un jour et... Si j'avais déjà écrit 10 bouquins qui s'étaient très bien vendus, je pourrais arriver avec une maison d'édition en disant bah voilà, maintenant vous allez publier mon roman avec mes joueuses de hockey lesbiennes. Sauf que, on se sait, on est quand même dans un pays où, très hétéronormé et on veut pas forcément publier des bouquins avec des lesbiennes. Si j'avais écrit du MM, si j'avais écrit une romance gay, masculine, ce serait passé, mais parce que ce sont des femmes, je sais très bien que ça ne passera pas. Et ça, c'est pas que ça m'embête de continuer une histoire en sachant qu'elle sera publiée, c'est surtout que j'ai pas la carotte. Et moi je fonctionne beaucoup à ce système de carotte, c'est-à-dire que même si j'avance dans ce projet, et franchement entre août du coup 2023 et je crois octobre 2023, donc en 3 mois j'ai dû écrire genre 12 chapitres. Donc j'ai carburé les gars, et là je bloque un petit peu, même complètement, parce que j'arrive à la fin de l'histoire, il doit me rester 3-4 chapitres max à écrire, et que si j'aime pas écrire mes débuts d'histoire, j'aime pas écrire non plus mes fins. Et j'arrive à ce truc de je sais que c'est bientôt la fin du premier jet, mais ça reste quand même bientôt la fin. Et je sais que cette histoire n'a pas d'avenir, parce que même si je le retravaille, même si je fais les efforts de trouver des bêta-lectrices, que je fais des corrections, etc., je sais que malgré tout ça, parce que ce sont des femmes, parce que c'est une romance lesbienne, je serai sûrement jamais publiée. Et ça me brise le cœur, parce que Holly et Riley, j'y ai mis vraiment du cœur. C'est drôle, c'est un bon enemies to lovers, et franchement pour que je vante les mérites d'un de mes écrits, c'est que vraiment j'y crois. Et je suis sûre que si c'était un truc hétéro ou un truc homo mais avec des mecs, du MM, je suis sûre qu'il aurait pu avoir une chance ce bouquin. Sauf que moi je veux écrire sur des lesbiennes, et le fait que ce soit des femmes dans un milieu d'hommes, ça a son importance. Le fait qu'elles soient lesbiennes, ça a son importance. Il y a plein de questionnements, il y a plein de choses qui tournent autour de leur orientation sexuelle, il y a plein de choses qui sont typiquement tournées vers les femmes, pour les femmes, c'est féministe à des instants, à d'autres moments ça contredit aussi un petit peu ça. On parle de tellement de thématiques, tellement de choses, le fait de se reconstruire après une blessure, il y a aussi la thématique de croire en ses rêves, de est-ce que on doit forcément faire quelque chose parce qu'on est doué, est-ce qu'on est obligé de faire des choses parce que nos proches pensent que c'est la meilleure chose pour nous. Il y a plein de thématiques hyper importantes, hyper fortes, ça se passe avec une héroïne qui a 18 ans et l'autre qui en a 22. Elles ont pas les mêmes objectifs et les mêmes attentes dans leur vie, elles ont pas du tout les mêmes caractères. Holly est hyper impulsive
et elle est têtue, là où Riley c'est genre cool Raoul, et en même temps elle a tellement de failles Riley, et on dirait pas comme ça. Et j'aime beaucoup ce projet. Vous voyez, je vous parle de mes héroïnes avec amour, parce que j'adore ce projet, mais je sais aussi que je vais le finir. Franchement, je vais le finir parce que elles méritent d'avoir un point final, leur histoire. Juste en ce moment je galère et que c'est plus facile d'écrire un truc avec des dramas plutôt que de me prendre la tête sur un écrit. J'aime pas en fait devoir me poser et me torturer entre guillemets l'esprit pour avoir la suite d'une histoire. J'aime pas ça. Mais je sais que tôt ou tard je finirai quand même cette histoire. Mais ça me brise le cœur qu'on soit dans un monde homophobe. Parce qu'en fait, si on était dans un monde un petit peu plus ouvert d'esprit, ou si j'avais écrit un récit en anglais, j'aurais peut-être eu plus de chances de... En fait, j'aurais pu oser envoyer mon manuscrit là où je sais que les portes elles sont plus que fermées. Et ça me brise le cœur, et c'est vrai qu'il y a aussi ça où je me dis ouais mais faut pas que ce soit ton projet principal, parce que si t'as envie d'être publié, et pas juste d'écrire un roman mais d'être publié derrière, là pour le moment les portes elles sont fermées de chez fermées, Pauline, et ça m'emmerde. Je sais qu'à chaque fois qu'on dit qu'on peut pas forcément être publié dans une maison d'édition traditionnelle, arrivent les gens qui disent et l'autopublication. Alors, dans l'esprit des gens, déjà quand tu écris, c'est-à-dire que tu vas être publié derrière et que c'est en un claquement de doigts, genre mais bien sûr, tu étais l'élu, nous t'attendions, tiens, signe le contrat, on te fait un avaloir de 15 000 €, vas-y, vis ta vie. C'est pas ça la réalité. Et ça fait un moment, ça fait très longtemps que je connais la réalité des éditions, en fait, depuis que je suis adolescente, je connais cette réalité-là. Donc j'ai pas forcément les mêmes fantasmes que, entre guillemets, le commun des mortels, que la plupart d'entre vous aussi peut-être, si vous n'écrivez pas et que vous connaissez pas le milieu de l'édition. L'autopublication, ça demande de l'argent. Ça demande du temps, et ça prend de la charge mentale que je n'ai pas envie d'investir là-dedans. C'est-à-dire que je peux me dire, bah je vais trouver un imprimeur, faut chercher un imprimeur. Faut trouver un imprimeur, faut payer l'imprimeur, donc faut avancer de l'argent, faut faire toute la mise en page avant, etc. C'est pareil si tu fais... Alors on va même partir de la base. Mon truc est fini, j'ai des copains, copines, des pectalectoristes qui décident de ne pas être payés pour faire ça, bref. Je vais forcément vouloir un correcteur professionnel, voire une bêta-lectrice professionnelle qui pourra vraiment pointer les défauts de mon livre, ou alors un éditeur, une éditrice indépendant pour vraiment bosser mon livre pour qu'il soit de bonne qualité. Parce que je veux pas écrire un truc qui ressemble à un premier jet ou une fanfiction Wattpad. Donc déjà de voir tous ces professionnels, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, d'avoir un véritable manuscrit, une véritable histoire à proposer, et pas juste un brouillon, tout ça, ça demande de l'argent. Après, il faut s'occuper de la mise en page, de tout. Comment est-ce qu'on construit un bouquin? Donc la couverture, il faut trouver un graphiste ou quelqu'un qui est capable de faire une couverture. Moi, toute la mise en page, les marges, le grammage des papiers, etc. Je ne suis pas libraire, je ne suis pas dans le monde du livre, donc je n'y connais rien. Donc ça veut dire faire appel à des gens, connaître des gens ou faire appel à des gens. À nouveau de l'argent. Ensuite, il faut contacter un imprimeur. À nouveau de l'argent à avancer. Et ensuite, vous avez toute la promotion. Et vendre ma personne, je ne sais pas faire, d'accord? Donc devoir aller voir des gens et toquer à des portes pour dire genre hey, j'ai écrit un livre, lis-le et dis-moi ce que t'en penses. Hey, je n'ai pas le temps, l'énergie et l'argent pour faire ça. À côté de ça, on pourrait aussi parler du système d'Amazon qui est cool. Franchement, ça aide plein de gens. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à vivre avec Amazon. Ça libère le côté imprimeur, gestion des stocks et même l'aspect financier sur certains aspects, mais ça va pas me payer une correctrice ou une éditrice professionnelle pour travailler mon récit, et ça va pas faire la promotion à ma place. Donc à un moment donné, je suis aussi bloquée, et c'est pas mon rêve en fait de passer par l'autopublication. Et j'ai pas l'énergie, j'ai pas le courage. Si je me faisais entretenir par quelqu'un, si j'avais un compagnon, quelqu'un qui pouvait me soutenir financièrement le temps que j'essaye de faire des choses, ok. Mais moi c'est pas mon truc la com, je suis très mauvaise pour me vendre, je vous vois un peu plus comme des espèces de copains à qui je peux raconter ma vie et à qui je partage mes meilleures et mes pires lectures. Je suis pas une commerciale, je n'aime pas forcément ça, je ne sais pas me vendre non plus, donc ça ne marchera pas. Donc déjà pour moi l'auto-édition c'est mort, c'est une discussion qu'on avait beaucoup avec Cécile, c'est quelque chose qu'on parlait déjà il y a des années avec Cécile, et c'est un truc qui pour moi je suis fermée à l'auto-édition. Ça veut pas dire que je dénigre les gens qui font de l'auto-édition et que c'est pas bien, etc. C'est que je ne suis pas en capacité du tout de gérer ça. Déjà, si demain il y a une maison d'édition qui me dit ouais on est ok pour publier ton livre, par contre t'as plein de corrections à faire, je sais même pas comment je vais gérer mentalement, genre psychologiquement, émotionnellement. Donc vous imaginez tout le boulot d'une auto-édition, et non,
Genre vraiment non, je suis pas capable de faire ça quoi. Pour continuer dans mes projets, si vous me suivez depuis longtemps, encore et toujours, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de tout ça, j'ai un projet qui s'appelle Pills, qui est un projet dystopique slash apocalyptique. On est dans une société où en fait c'est notre ère à nous, et il va y avoir, ça se passe à New York, il va avoir lieu l'apocalypse, le monde commence à s'effondrer, plus rien ne va, bref, tout s'effondre. Donc on va suivre au début un couple de jeunes adolescents comme ça qui sont ensemble, qui vont vivre l'apocalypse, et on se retrouve une vingtaine d'années plus tard, enfin presque 30 ans plus tard, où le monde s'est plus ou moins reconstruit avec du coup un univers dystopique. On retrouve ce couple-là qui ont eu des enfants, et on va suivre cette société où tout est basé sur le bonheur. C'est-à-dire que l'argent n'existe plus, pas tel qu'on l'entend, on cherche pas à... C'est plus une société capitaliste en tant qu'on a besoin d'argent, de dépenser de l'argent, mais tout repose sur un système de médication, des sortes d'antidépresseurs miraculeux, enfin ça ressemblerait plus à de la drogue en fait si on doit le schématiser, et en gros les gens monnaient un petit peu le bonheur. C'est très abstrait dit comme ça, mais en gros si vous êtes heureux, vous contribuez à la société, et pour vous en remercier, vous pouvez assister à des conférences qui vont vous rendre encore plus heureux, vous pourrez avoir encore plus de pills qui vous rendent heureux, et parce que vous êtes plus heureux et que vous contribuez plus à la société, vous avez encore accès, en fait genre vraiment on vous donne accès au nirvana parce que vous êtes heureux. Le problème c'est qu'il y a aussi des gens qui sont malheureux, et dans cette histoire on suit le passé, donc comment s'est passée la période de l'apocalypse, genre oui le monde s'est effondré, mais comment est-ce qu'il s'est reconstruit pour donner lieu à cette dystopie. Et dans ce futur du coup on suit les enfants de ce couple, avec un fils qui est conférencier, donc lui donne des conférences sur le bonheur, c'est vraiment en mode gros développement personnel, si vous pouvez, si vous voulez, vous le pouvez, machin. Il croit vraiment dur comme fer à cette société. Et on suit aussi la fille qui elle est en dépression et n'arrive pas à être heureuse, et elle n'est pas encore en âge où elle a un rôle à jouer dans la société, mais on voit bien qu'elle est paumée et qu'elle est malheureuse, et c'est qu'est-ce qu'on fait des gens malheureux dans une société où on promet le bonheur, enfin on promeut plutôt le bonheur. Et Pills ça parle de tout ça, c'est un projet que j'adore, c'est hyper important, il y a plein de valeurs dedans. J'ai un personnage qui est romantique et asexuel, je suis trop heureuse. J'ai un personnage gay aussi, même si tout tourne pas autour de son homosexualité, il est là. Il y a des personnages de couleur parce que évidemment on vit pas dans un monde qu'avec des blancs. Il y a du coup la question de la santé mentale, il y a plein de trucs. Il y a aussi tous les SSPT, genre tout ce qui est traumatique, etc. J'adore ce projet, hein, vraiment, j'adore l'écrire, enfin j'ai adoré l'écrire, sauf que j'ai écrit tout ce que je pouvais écrire jusque là, et même quand je relis mes chapitres je me dis ouais il y a 2-3 petites choses que je pourrais modifier, mais dans l'ensemble j'aime ce que j'ai écrit. Le problème c'est que je n'ai pas d'idée. Je sais exactement comment se termine la fin, j'ai la scène de fin en tête, je le vois dans un cinéma tellement c'est visuel, vous voyez, mais je n'ai pas c'est même pas le milieu fin, c'est vraiment ce truc entre les deux, et tant que j'aurai pas ça, surtout pour mes chapitres qui se passent dans le futur, qui correspondent au présent. Tout ce qui se passe dans le passé avec les parents quand ils sont ados, jeunes adultes, comment est-ce qu'on met en place, enfin qu'est-ce qui s'est passé lors de l'apocalypse, ça je les ai presque tous les chapitres. Mais tout ce qui se passe dans le présent slash futur, je ne les ai pas. Et je me suis creusé la tête. Et j'étais... Franchement, quand on est à faire un système d'égout... oui, parce que ça a été aussi loin, parce que je dis, attends, s'il y a l'apocalypse, comment est-ce qu'ils boivent, comment est-ce qu'ils mangent, où vont les déchets, où vont les eaux usées? Surtout que du coup, New York c'est devenu une île, genre un morceau de Manhattan et un peu de Brooklyn qui s'est détaché, enfin bref, un bordel. J'ai été imaginer où est-ce que se faisait la délimitation, j'ai été regarder genre qu'est-ce qu'on fait des canalisations et des égouts, parce que ça m'a vraiment posé des questions. Je me suis posé 40 000 questions et en fait je n'arrive pas, en fait j'ai beau enrichir mon univers, j'arrive pas à trouver ce qui se passe après. Je me dis ah oui il faudrait qu'il se passe ça et puis il peut se passer ça, mais c'est pas assez construit et structuré, et du coup j'en suis à ne pas pouvoir avancer parce que je n'ai pas les éléments. Donc ce projet est en pause indéfinie, je l'adore, ça aurait été parfait que ce soit le roman qui me fasse entre guillemets connaître, genre vraiment ça aurait été super d'avoir ça comme premier roman, genre vraiment pile mon premier roman ça aurait été incroyable. Sauf que objectivement, voilà, on en est là, on en est à ne pas avoir d'idée, à ne pas réussir à avancer, et c'est ok. Pendant un moment je me culpabilisais, j'ai essayé de reprendre... C'est ok, genre actuellement Pauline, tu n'es pas en capacité de continuer ce projet. Et peut-être que tu seras jamais en capacité de continuer ce projet, et peut-être que tu le recycleras et que t'en feras autre chose, mais pour le moment j'en suis là. J'ai l'impression de vous parler que des trucs que j'ai abandonnés. Mais The Plot, c'est va vraiment être mon projet principal.
avec un autre projet qui... En fait il faudrait que je termine, c'est ça aussi, il faut que je me dise, il faut que je termine mon projet avec mes joueuses de hockey lesbiennes avant cet été, genre avant août, il faudrait que je l'ai terminé. Il faut que je continue avec The Plot et il faut aussi que j'avance dans un projet qui est long, qui est périlleux, qui est douloureux, qui... Voilà. Je vais raconter un petit peu ma vie parce que j'aime bien mettre du contexte dans mes histoires. Donc prenez un thé, un café. Cette vidéo de toute façon elle est déjà interminable. Donc posez-vous, soyez bien, mettez vos meilleurs vêtements, prenez votre meilleure position parce que je vais raconter un peu mon cheminement de qu'est-ce que j'ai fait dans l'écriture, qu'est-ce qui m'a conduit à ça et qu'est-ce qui me conduit à ce projet de l'enfer. Vous voyez, j'écris des fanfictions depuis que j'ai 15 ans et que j'ai voué un amour inconditionnel. Non, j'avais même 14 ans. Un amour inconditionnel aux Jonas Brothers. Donc j'avais commencé à écrire des histoires sur internet avec des personnages fictifs quand j'avais 13 ans. Et à force d'agrémenter en fait ce récit, je me suis rendu compte que des gens écrivaient des histoires sur les Jonas Brothers. En sachant que j'étais déjà fan à l'époque. Et là je me suis dit mais waouh, en fait il y a des gens qui inventent une vie à des membres d'un vrai groupe. Et ils écrivent des histoires à propos de ça. Et j'étais là mais... incroyable! J'ai essayé quelques projets ici et là qui étaient vraiment pas ouf du tout. Et à 16 ans, j'ai une idée qui était un petit peu mieux avec... Bref. J'ai eu une meilleure idée, j'ai été suivie par pas mal de gens et j'ai écrit pendant longtemps sur les Jonas. Après, j'ai écrit un petit peu sur le groupe McFly, si jamais vous connaissez. Et j'ai adoré écrire cette histoire parce que là, pour le coup, je connaissais très peu de choses sur le groupe. Donc je me suis vraiment focus, non pas sur le groupe, mais sur le physique de chacun des membres. Et j'ai écrit une histoire qui avait rien à voir avec leur vie, leur passé, etc. Et très peu de temps après, voire même en même temps, parce que quand j'ai vu McFly j'étais déjà fan des One Direction. Mais en même temps, les One Direction sont arrivés dans ma vie et Harry a fait « Coucou Pauline, je vais devenir ta muse pour les 10 ans à venir ». Et donc je suis devenue plus ou moins fan de One Direction, en sachant que musicalement je n'aimais pas du tout, à part les 3 chansons écrites par Ed Sheeran. Mais autrement, musicalement parlant, c'était pas mon truc. Par contre, j'adorais leurs personnages. En fait, vraiment, je les ai suivis comme des personnages de série. Et même si c'était pas du tout mon membre préféré, Harry Styles, c'est devenu ma muse. C'est vraiment devenu un peu comme Joe à l'époque, parce que moi dans les Jonas Brothers, mon préféré ça a toujours été Nick, mais je sais pas, j'arrivais vraiment à écrire sur Joe et j'adorais écrire sur Joe. Et avec One Direction, c'est ce qui s'est passé parce que j'ai écrit énormément sur Harry. Alors maintenant j'aime beaucoup et je pense que la carrière solo de Harry c'est celle que je préfère parmi tous les membres. Mais à l'époque c'était juste une muse et je trouvais que je pouvais lui faire être le pire connard de l'univers ou le mec être un chaton. Je pouvais lui faire jouer tous les rôles. Vraiment il m'inspirait, j'adorais écrire sur lui, c'était vraiment... j'adorais ça. Je parle de tout ça pour vous dire que j'écris depuis de nombreuses années sur des personnes qui font de la musique. Et ce que j'adorais avec mon Harry, donc ma version fantasmée et réalisable de Harry, c'est que je le faisais toujours jouer d'un instrument et c'était vraiment quelque chose qui était important pour moi. Et il y avait toujours ce truc de la musique, parce que c'est quelque chose qui a vraiment une grande importance dans ma vie. J'ai essayé de jouer de plein d'instruments et si j'étais un petit peu plus rigoureuse, je pense que ça va, je gérerais bien. Mais là, à part faire quelques notes au ukulélé et quelques notes au piano, je suis pas ouf. Mais j'ai toujours eu, enfin la musique a eu une grande place dans ma vie et j'ai toujours su que je voulais écrire sur un groupe de rock. Je me suis toujours dit je veux écrire un projet sur un groupe de rock. J'ai essayé je ne sais pas combien de versions de ça, parce que j'ai déjà écrit je ne sais pas combien de chansons, de poésie en fait qui pourraient clairement être des chansons. J'ai écrit plein de choses comme ça et j'arrivais pas à trouver de format, de choses qui me conviennent complètement, etc. Jusqu'à, il y a genre 4 mois, un peu moins même, j'ai eu The Idea. Genre vraiment j'ai eu l'idée qui me manquait. Ça fait un moment que... parce que ça j'ai oublié de le mentionner aussi. J'ai aussi écrit sur The 1975 et notamment sur Matty Healy. Parce que j'aime beaucoup ce groupe. Mais quand j'avais écrit sur Matty et sur la chanson Robbers, en fait j'ai fait une sorte de je sais même pas comment vous dire ça, mais bref, j'ai scénarisé l'idée de Robbers avec le clip de Robbers. Enfin bref, j'ai fait un truc comme ça. Et j'aimais trop cette histoire. Et en fait, je me suis dit, j'adore écrire sur un mec complètement à la dérive, qui va pas bien du tout, et qui a cette relation hyper toxique. Alors qu'en fait, il y a tellement d'amour, mais en fait, ils sont tellement... enfin, il est tellement fucked up que ça peut pas marcher. Et j'étais là, mais c'est trop bien. Et plus j'y pensais, plus j'imaginais des choses, j'imaginais plein de versions. Et là, ça y est, j'avais mes membres du groupe, j'avais une partie de ce qui se passait dans leur histoire, mais j'arrivais pas à trouver le format. Là, j'ai enfin, j'ai trouvé le format. Sauf que je veux faire un documentaire, un reportage sur un groupe de rock qui est fictif. Et c'est un enfer.
C'est un enfer parce que j'ai l'idée, genre vraiment je suis trop contente, j'ai l'idée. Sauf que je dois raconter le passé des personnages parce que je sais tout ce qu'ils ont vécu, genre vraiment le lycée et tout, parce que c'est là où 3 des membres se sont connus. J'ai le lycée, je sais comment ils sont connus, mais il faut que j'intègre des éléments du passé dans ce reportage sans que ce soit non plus trop linéaire, parce que dans ce cas-là c'est plus un reportage. Donc faut que je trouve, que je fasse un méli-mélo de plein de choses, et comme j'ai plein d'informations, parce qu'au fil des années je commence à bien connaître mes personnages et leur vie privée, j'ai envie de tout mettre dans ce récit, sauf que je peux pas, parce qu'il y a une partie du reportage qui se passe par une personne externe, et des parties où c'est genre l'histoire du groupe, des morceaux de caméra qu'on aurait vu, genre vraiment un peu comme a fait... genre le reportage qu'il y avait eu il y a pas si longtemps que ça sur Orelsan, c'est un peu ce truc de ouais tu rajoutes un peu des... un enfer à écrire, genre je suis trop contente d'avoir eu cette idée, j'étais là mais... En plus ça va se construire un peu comme si... Enfin ça va se construire comme un thriller, c'est absolument pas un thriller, mais il y a quand même une sorte d'enquête et d'intrigue parce que le chanteur principal on sait pas ce qu'il est devenu au fil des années, on sait qu'il a fait une overdose, on n'a jamais eu de nouvelles. Du coup t'as tout ce truc de est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il a été faire autre chose de sa vie, que sont devenus les autres membres du groupe, et en fait comment on en arrive à cet extrême là, et qu'est-ce qu'on connaissait du chanteur, et qu'est-ce que... On va retracer l'histoire du groupe, et surtout du leader qui est charismatique, on va retracer l'histoire du groupe, mais... Les gars, je suis trop contente. En fait, je suis trop fière de mon idée, je suis trop contente, j'ai trop envie de l'écrire. Mais ça reste un enfer, ça reste un enfer à écrire, à imaginer, faut en mettre, faut pas trop en mettre. En fait, il me faudrait quelqu'un qui me dise... En fait, il faudrait que je bosse avec quelqu'un sur ce projet. Mais genre un double moi, parce que je voudrais qu'il y ait un deuxième cerveau de moi. C'est pas possible. Du coup, j'en suis à galérer comme jamais, et quand je galère, je n'avance pas. C'est-à-dire que je crois qu'à peu près 1 à 2 fois par mois, je reprends ce projet. J'écris assez régulièrement des paroles de chansons, j'ai des notes sur mon téléphone. D'ailleurs, les premières idées concrètes de ce projet datent de 2018, les gars. Je suis retombée sur des notes de 2018, j'ai fait « Ah !» Ça fait donc 6 ans. 6 ans que je prends des notes, que j'essaye de façonner mon histoire, et je suis très contente de ce vers quoi je me dirige potentiellement, etc. Mais il y a tellement de choses à faire. J'adore écrire des chansons, j'en écris depuis très longtemps. J'ai eu une grosse période quand j'avais 13-14 ans avec la poésie. Du coup j'adore écrire des chansons parce que des chansons c'est une forme de poésie. Il n'y a pas si longtemps que ça, en février, j'ai fait une frise. Elle faisait tout un pan de mur, les gars, j'ai calculé, ça faisait 2,5 m. J'avais 2,50 m de frise pour montrer de la naissance de chacun de mes personnages jusqu'à quand est-ce qu'ils ont gagné un Brits, quand est-ce que le chanteur a disparu, et comme mon reportage se passe des années après, j'ai aussi tout le futur à planifier. Il me faut clairement 6 mois d'arrêt, 6 mois de vacances, il me faut un mari riche pendant 1 année en fait, je crois. En fait c'est ça la solution à mes problèmes. Non, très honnêtement j'ai plein d'idées d'histoires, je vais vous en parler, je vais vous en donner 2-3 après. Mais c'est que j'ai plein d'idées d'histoire, mais ça demande tellement de temps et de concentration et d'investissement personnel et émotionnel aussi parfois, que je peux pas. Genre vraiment je peux pas me prendre la tête, enfin... Déjà juste de vous avoir parlé de mon projet sur mon groupe de rock, je commence à avoir un début de migraine, genre là ça commence à prendre naissance au niveau des tempes, parce que je sais que tout ce qui me reste à accomplir c'est énorme, et que ça va me demander des années de travail juste pour réussir à planifier un petit peu, à écrire le premier jet, mais le premier jet, enfin, il y aura peut-être 8 versions avant d'avoir un truc à peu près abouti. Et enfin vraiment de penser à ça, ça me... Autant mes joueuses de hockey lesbienne, autant même The Plot, je me dis il y a moyen, genre vraiment Pauline c'est de la romance, c'est des trucs assez simples, tu peux gérer. Autant lui il y a tellement de choses de planification que tant que j'aurai pas un vrai squelette, parce que pour le moment j'ai juste des os à droite à gauche, tant que j'aurai pas un vrai squelette, ça va être compliqué. Et j'ai vraiment... Psychologiquement je suis pas prête. Donc c'est un truc que j'adore, mais psychologiquement je suis pas prête. C'est pas comme Pills où j'ai pas forcément les idées. Pour celui-ci j'ai les idées. Le problème c'est que il faut savoir comment placer les choses, etc. Et j'ai pas l'énergie, la force mentale pour faire ça maintenant tout de suite. J'aime bien écrire mes textes de temps en temps, j'aime bien le reprendre régulièrement, me dire ah oui je pourrais faire ça. J'adore hein, mais je suis pas prête à m'y consacrer entièrement. Pas pour le moment. Je vais quand même vous parler des quelques idées qui verront peut-être un jour ou pas le jour. J'ai envie d'écrire sur des faucheuses. J'ai une idée globale, j'aime beaucoup... Alors c'est des légendes asiatiques, je crois que c'est japonais. C'est peut-être chinois, il me semblait que de base c'était japonais. Ce truc de liens rouges qui font que
les âmes sœurs seraient liées avec un lien rouge, genre vraiment ce truc de ficelle, de fil rouge. C'est quelque chose qui m'a toujours fascinée, franchement depuis mes 18 ans quand j'ai appris ce truc, j'étais là mais waouh, incroyable. Et j'ai réussi à penser à cette idée et à le relier avec un truc de faucheuse, avec tout un univers de faucheuse, avec comment est-ce que les gens deviennent des faucheuses. Les faucheuses ce serait pas juste des gens qui arrivent pour accompagner les gens de la vie à la mort, il y aurait toute une sorte d'univers lié à tout ça. J'aimerais faire un truc qui se passe en partie une partie historique qui se passerait entre le Japon et la Corée, parce que j'adore l'histoire de la Corée et je la trouve très importante, mais j'aimerais aussi parler de la colonisation japonaise. Donc soit je fais un truc très ancien avec les 3 royaumes. Si vous connaissez pas l'histoire asiatique, je suis en train de vous perdre, mais bref. Soit je fais quelque chose de très ancien avec les 3 royaumes, avec le début de la Corée, ou soit je fais quelque chose un peu plus moderne, genre 1910 entre la Corée et le Japon, je ne sais pas encore, et quelque chose de très contemporain avec une jeune faucheuse qui est un petit peu genre l'élu. En tout cas, elle correspond pas à ce qui se passe normalement. Voilà, elle est trop jeune pour devenir faucheuse, mais elle va devenir faucheuse entre guillemets malgré elle. C'est pas la première à qui ça fait ça, mais il se passe plein de trucs bizarres par rapport à elle. Et son mentor, ce serait justement soit un coréen, soit un japonais, j'ai pas encore choisi, mais un mec asiatique bien plus âgé, qui est pas très bavard, alors qu'elle c'est vraiment genre, elle fait que parler et tout. Et j'aimais beaucoup cette forme de duo parce que je trouve que ça marche bien. En tout cas quand je les vois à l'écran, le truc de mec âgé machin et la fille un petit peu guillerette, je trouve que ça marche bien. Ce sera pas une romance entre eux, je vous le dis tout de suite, mais j'aimais bien faire ce duo là un peu genre père-fille quoi. J'aimerais écrire là-dessus, j'ai déjà pas mal d'idées même par rapport à son passé à lui. Toute ma légende autour des faucheuses et de ce fameux fil rouge, ce fil du destin, et de trucs d'âme sœur, c'est là. Mais j'ai pas encore tout à fait les éléments, donc c'est juste une idée que je développerai je pense dans quelques années quand j'aurai un peu plus de temps. J'ai quelques romances que j'aimerais écrire une romance une romance de Noël, parce que de toute façon j'ai l'idée, encore une fois, sauf que ce sera un truc un peu grotesque et un peu facile, et comme chaque année, non, je n'ai pas envie de l'écrire en novembre-décembre quand il fait froid et que tout le monde parle de soi. Moi à chaque fois mes romances de Noël j'ai envie de les écrire en juillet-août, genre août quand il fait super chaud, là on a du 42 degrés vers Lyon, je suis là, est-ce que ce serait pas l'heure de regarder Love Actually et d'avoir envie d'écrire une romance de Noël? Et j'ai toujours la même en tête, donc un jour ou l'autre elle va sortir. Ça c'est une idée que je garde quand même en tête, j'ai déjà un plan qui est fait, j'ai même renoté mon plan de mes notes sur mon ordinateur pour rien perdre. Il y a quand même des choses qui sont faites, hein. Juste, c'est pas le moment pour que je me lance, mais un jour ou l'autre, j'aurai vraiment envie, je vais me lancer, je risque de l'écrire en un mois en plus de ça. Voilà, je le sais, elle est là. C'est là, ce projet est là, un jour. Pas maintenant, c'est pas son moment. J'ai envie d'écrire un roman sur le cancer depuis que j'ai 16 ans. Donc ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que j'ai envie d'écrire un roman sur le cancer. J'avais déjà commencé sous forme de fanfiction. J'avais repris ça, alors à l'époque c'était avec les Jonas, ensuite j'avais repris ça avec One Direction et j'ai repris ça je ne sais pas combien de fois. Le titre provisoire ce serait l'inventaire et en fait à chaque fois je commence et je ne vais pas au bout parce que je veux pas écrire sur une héroïne qui a un cancer, j'ai envie d'écrire sur la sœur qui serait l'héroïne dont la sœur a un cancer. L'héroïne a une sœur qui a un cancer. Un peu plus français dit comme ça. Sauf que c'est un roman qui est douloureux pour moi d'écrire parce que la thématique du cancer je la connais très bien. Soit d'un point de vue personnel, je le connais très bien, et d'un point de vue professionnel, je connais aussi ça. Alors je suis pas cancérologue, hein, je suis pas oncologue, mais voilà, j'ai quand même suffisamment de connaissances pour ça, et j'ai suffisamment vécu la maladie de l'intérieur pour avoir plein d'éléments, sauf que je sais que je pourrais être respectueuse en écrivant cette histoire, mais je sais aussi que elle me fait du mal en fait, parce qu'on parle de deuil blanc, on parle de deuil tout court, et il y a plein de choses où ça brasse quand même, et je rêve de l'écrire, hein. Genre vraiment j'ai envie d'écrire là-dessus parce que j'ai envie qu'on montre que quand une personne a un cancer, c'est très dur pour la personne qui a un cancer, on va pas se le nier, mais il y a tout l'entourage qui prend, et il y a les gens qui changent de regard sur la personne qui est malade, il y a l'aspect financier, parce que pour le coup mon histoire se passerait entre l'Irlande et l'Angleterre, donc il y aura aussi l'aspect financier dont on parle pas forcément dans les bouquins français, parce que nous on a la sécurité sociale, même si ça fait pas tout. Mais voilà, il y a plein de thématiques, je vous ai dit ça fait 15 ans que je sais qu'il y aura cette sœur, ça doit faire 10 ans que je sais vraiment ce vers quoi je veux aller, sauf que c'est un roman qui me fait mal, donc c'est un roman que j'écrirai un jour, mais que je suis pas encore prête, je sais pas si je le serai un jour, mais dans l'idée,
dans ma tête, j'adorerais faire ça. Et ce sera pas une héroïne qui 2 jours avant de décéder sera en train de se faire tresser les cheveux par son mec. Parce que c'est pas ça la réalité d'un cancer en phase terminale. J'écris vraiment par plaisir, j'écris vraiment par passion, parce que j'adore ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à écrire, j'avais 5-6 ans. Je me souviens d'avoir écrit des pages et des pages dans mes carnets de brouillon. Je me souviens de moi, enfant, qui a une imagination débordante, genre avec mes poupées, mes trucs comme ça. Enfin, je me souviens de moi à 12 ans qui découvre le théâtre et qui me dit que je vais me lancer dans le théâtre, puis moi qui fais des poèmes à 14. Vraiment, je me souviens de toutes mes étapes où l'écriture et l'imagination de manière générale, mais l'écriture a toujours fait partie de ma vie, vous voyez. Ça a marqué ma vie. Je l'ai jamais vu comme un hobby, comme un passe-temps qui me passerait un jour. J'y ai pensé, je me suis dit peut-être qu'à un moment donné, ça ne m'a jamais passé. C'est un truc qui m'anime et que j'aime beaucoup. Sauf que j'ai aussi un autre rêve en parallèle de l'écriture, parce que si j'adore écrire, j'aimerais être publiée un jour. J'ai pas vocation, j'ai pas envie de vivre de ma plume, c'est pas... Je pense que j'aurais beaucoup trop d'angoisse par rapport à ça, parce que je me mettrais la pression, et quand ton salaire dépend de ta passion, je pense qu'il y a quand même un truc qui se joue, tu vois, t'as pas les mêmes attentes, t'es pas aussi libre mentalement, etc. Mais du moment où tu penses que tu peux être lu, parce que j'ai aussi été lue sur des plateformes, mais du moment où tu penses à tes lecteurs potentiels ou à de l'édition, bah forcément, tu vas aussi prioriser. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et The Plot, je sais que potentiellement, il y a des maisons d'édition qui aiment bien ce genre d'ouvrage et qui pourraient me publier. Mais je l'écris vraiment en mode, j'ai envie de m'éclater. J'ai envie de pouvoir mêler ma passion des K-dramas et ma passion de l'écriture, j'ai juste envie de faire un truc qui m'éclate. Donc je m'en fous si c'est jamais publié. Mais Joueuse de hockey lesbienne, j'ai adoré l'écrire. J'adore l'écrire. Là je bloque parce que la fin j'aime jamais, j'aime pas trop, mais en soi j'adore l'écrire. Là ça m'emmerde vraiment qu'il n'y ait pas d'éditeur pour ça. Parce que, ou alors une petite émission, parce que ça aussi on va me le dire, mais une petite maison d'édition perdue dans la pampa qui peut pas faire de promotion et où mon livre va se vendre en 4 exemplaires, allez peut-être 10 si tous les membres de ma famille décident de l'acheter. Je trouve ça injuste en fait. Surtout que si ça avait été du MM, une grosse maison d'édition aurait pu en vouloir. Et c'est ça qui me rend dingue et qui me... Mais j'écris pour moi, j'écris parce que ça me fait du bien, mais je pense toujours à mes lecteurs potentiels. Et maintenant, quand je dois choisir entre 2 projets d'écriture, j'avoue que le truc de ah, est-ce que ça peut être éditable, ça rentre dans la balance. Ça fait pas tout, parce qu'il y a des projets où vraiment mes joueuses de hockey lesbiennes, j'aurais pu me dire bah Pauline, abandonne, tu sais que ça pourra jamais être publié. Mais non, j'abandonnerai pas. Déjà, je vais me bouger les fesses pour finir de l'écrire, je vais retravailler dessus, je vais enfin oser être confrontée à la critique des bêta lecteurs et lectrices. Ça c'est un truc lequel j'ai toujours évité, donc là je vais enfin devoir y être confrontée et bosser dessus. Et on va voir comment je gère avec moi-même. Et si derrière, enfin je vais quand même essayer de... Il y a très peu de chances que ça marche et que ça aboutisse, mais j'ai quand même envie d'essayer, et on verra ce qui se passera. Mais même si c'est mort, j'ai pas envie de renoncer à un projet, mais c'est vrai que c'est une question qui pèse quand même dans la balance. Je pense que tous les projets dont j'ai parlé avec vous aujourd'hui, c'est des projets où il y a la priorité qui est mise sur certains mais pas sur d'autres, et je suis complètement ok avec ça. Et peut-être que dans 3 mois je vais vous dire ouais j'ai une nouvelle idée, en fait je vais partir là-dessus, ou alors telle idée je pensais l'avoir abandonnée, bah en fait je la reprends, et oh je vous avais pas parlé de ça mais il y a ça aussi. Peut-être, je ne peux pas, je ne peux pas savoir. Mais là actuellement vendredi 19 avril à 21 h, j'en suis là, je suis vraiment à... Je me consacre à The Plot. De vous avoir parlé de mes joueuses de hockey, je me dis Pauline, vraiment, fin août max, je vais me mettre une deadline moi-même. Je vais envoyer un message à une pote pour lui dire genre vas-y, dis-moi que le 30 août, il faut que ce soit terminé. Genre au moins mon premier jet terminé. Et ça fait une longue deadline, mais si je fais trop court, je sais que ça va trop m'angoisser. Mais là je me dis, les joueuses de hockey et The Plot, ça va être mes 2 projets je pense pour la fin de l'année. Avec un petit peu mon groupe de rock qui est là, voilà. Et je vais rester là-dessus. Et c'est tout. Vous verrez peut-être dans des vlogs des petits morceaux de moi qui bossent sur mes projets, parce que j'ai pas envie de faire un full vlog écriture pour le moment. Peut-être que ça me reviendra aussi, hein. C'est pareil, je reste pas fermée à l'idée, mais pour le moment j'en avais pas envie. Mais pareil, peut-être que dans des vlogs vous me verrez en train d'écrire et je vais pas dire genre ah non c'est un secret, je ne dis rien. Mais juste je partagerai pas complètement ce que j'ai écrit, ou à part si je suis trop fière de ma set, mais... Pour le moment j'ai pas envie de partager tout ce que je fais en matière d'écriture pure. Vous faire un update sur qu'est-ce que j'écris pas, ça va, mais j'ai pas forcément envie de partager mes sessions d'écriture pure et dure, et voilà. C'en est tout. Comment je peux dire c'en est tout de cette vidéo alors qu'elle va durer plus d'1 heure? Mais j'ai fait un update, j'ai vraiment balayé tous les projets, toutes les idées que j'avais et qui sont plus ou moins concrètes et faisables et aboutissables à un moment donné.
Ça faisait longtemps, ça faisait plus de 2 ans que j'avais pas fait de vidéo. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulière et comme je vous le disais, je ferai des petits updates sur, enfin dans mes vlogs quand j'écrirai. Mais voilà, vous avez eu un condensé de tout ce que j'ai pu faire. N'hésitez pas à me dire si vous écrivez aussi, qu'est-ce que vous écrivez, ce que vous avez fait dans votre petite carrière d'autorice, auto-publié, publié, non publié, c'est pas grave. En fait, du moment où t'écris, déjà t'es un artiste, une artiste, et c'est important de le rappeler. Aussi, on a tendance à beaucoup glamoriser l'écriture. En fait, il y a deux écoles, où soit on voit des autoristes connus qui vendent des centaines, des milliers de livres et du coup tu te dis oh là là c'est à ça que ça ressemble, oh là là ils sont tout un groupe d'autoristes qui écrivent ensemble et tout est beau et tout est magique et tout est... Et en fait non, parce que même si t'es à plusieurs c'est quand même un travail qui est vachement solitaire l'écriture et c'est un truc où ça peut être cool d'écrire un premier jet, genre t'as plein d'idées, tu décides de les mettre sur papier, t'es genre là waouh, en plus sur le coup t'es genre oh là là c'est incroyable et en même temps t'as ton manque de confiance en toi qui fait que genre oh c'est un peu nul mais c'est pas grave vas-y j'avance. Et après t'as toute la réécriture derrière, donc ta propre réécriture, les bêta lecteurs, donc des gens qui vont lire ton récit en disant genre ah, ça c'était de trop, ça y a pas assez, là c'est non, ça marche pas, on comprend pas. Et faut accepter la critique, faut retravailler derrière, après faut envoyer à des maisons d'édition si c'est votre but, hein, si c'est votre objectif, qui vont vous refaire des remarques parfois constructives et qui visent à vous faire vous améliorer. Parfois vous aurez même pas de réponse, parfois vous aurez un non on ne veut pas de vous et vous avez pas de justification et c'est juste comme ça. Et c'est pas un truc qui est facile et on n'en parle pas assez. Et voilà, c'est pas que drôle et sympa l'écriture, c'est aussi, même en dehors de l'idée de la publication, l'écriture c'est pas toujours simple. L'écriture c'est pas toujours écrire aussi, et ça on n'en parle pas. Mais je passe beaucoup plus de temps à brainstormer, je passe beaucoup plus de temps à imaginer quelle pourrait être la suite de mon histoire ou à m'imaginer des dialogues ou à me projeter des scènes qu'à réellement être derrière un écran à écrire littéralement. Et je pense qu'on est beaucoup comme ça à se dire attends, comment je vais préparer les trucs, dans quel contexte ça se passe, à quelle époque, quels sont les personnages, genre trouver des prénoms, ça m'a pris 4 heures les gars je crois. Je voulais vous faire un petit rappel, c'est jamais facile l'écriture. Alors il y a une partie facile parce que t'es content et en plus au début c'est tout nouveau, t'es là ah là là c'est trop bien, je mets en scène des trucs que j'ai dans ma tête, genre tout ce qui est dans mon cerveau ça peut donner lieu à un truc comme ça, c'est magique. Mais c'est aussi des moments où t'as plus d'idées, où tu doutes de toi, où tu pensais avoir d'être ça avec un passage et tu le relis et tu te rends compte que c'est nul. L'inverse ça se passe aussi, parfois t'as l'impression d'avoir été une merde et quand tu le relis tu le trouves incroyable et t'es là hey hey. Mais ouais c'est beaucoup de sueur et de larmes et on n'en parle pas assez. On glamorise beaucoup je trouve en ce moment le travail de l'écriture et non c'est difficile. Et ça peut être aussi difficile selon les thématiques que vous abordez. Comme je vous disais moi le roman sur le cancer j'adorerais l'écrire, hein. J'ai plein d'idées hein. Mais non, je suis pas prête aussi psychologiquement à ça. Et j'ai déjà chialé je sais pas combien de fois en écrivant des passages d'histoire parce que ça me touchait. Et après c'est sûr que j'ai eu cette chance, je trouve, d'avoir l'expérience des fanfictions et d'avoir des lectrices, majoritairement des femmes, donc des lectrices on va dire. J'ai été très suivie pendant un temps et c'est vrai que... Alors moi j'avais pris l'habitude à la fin d'écrire entièrement mes histoires avant de les poster. Comme ça j'étais pas influencée par les uns et les autres parce qu'au début t'es un peu influencée en mode ah oui ça j'aime bien le couple, ah bah alors je vais bien le mettre en avant. À la fin je voulais même plus être influencée, je me suis dit bah voilà, ça c'est ce que moi j'ai décidé, c'est mon histoire, je la publie, les gens la lisent en intégralité ou pas mais au moins tous les chapitres sont disponibles, voilà. C'est ce que je finissais par faire et j'ai eu la chance d'avoir des retours des lecteurs et des lectrices et du coup il y a des choses sur lesquelles je sais que je dois travailler. Je sais que je suis bonne en romance, je sais que je sais faire des belles déclarations, j'adore les déclarations d'amour, j'adore écrire les scènes de rupture les gars, genre vraiment je suis bonne pour ça, je suis douée pour ça et j'adore le faire. Mais pour tout ce qui va être de l'action et vraiment, alors peut-être pas forcément des combats mais quand il y a des précipitations, quand on doit enchaîner de scènes, je sais que je suis moins douée pour ça. Et on m'a jamais fait de compliments par rapport à ça, donc je sais que c'est quelque chose sur lequel je dois travailler. Et j'ai eu cette chance vraiment d'avoir une communauté, d'avoir des gens bienveillants qui disaient ce que je faisais etc. Et c'est une vraie chance et je sais que je suis une privilégiée entre guillemets pour ça. C'était aussi du travail, hein, toutes ces années à écrire des fanfictions. Mais ouais, ça a été aussi une bonne expérience parce que j'écrivais tous les jours et même si c'était pas parfait, bah j'écrivais et j'ai publié, je crois en un an, même pas, j'ai dû écrire une dizaine d'histoires. Enfin, ça représente combien de centaines de milliers de mots? J'ai dû écrire 200 000 mots en moins d'un an.
c'est ouf quoi. Et je sais que tout le monde n'a pas pu faire ça et moi ça m'a vraiment aidé. Et si jamais vous voulez des vrais conseils en matière d'écriture, si vous êtes novice, c'est vraiment juste d'écrire. Il n'y a pas de recette magique, c'est bien de lire. Parce que, alors parfois je vais lire des scènes sanguinolentes et moi je vais avoir une idée de trucs hyper mielleux. Pareil, parfois je vais lire des choses ou regarder des choses en mode grosse injustice sociale et je vais écrire des trucs sanguinolents, ou quand je suis en colère j'écris des trucs où je tue des gens. Jamais j'aurais l'idée de tuer des gens dans la vraie vie, mais ça permet vraiment aussi d'extérioriser et voilà, genre vraiment inspirez-vous de tout ce qui se passe autour de vous. Bon, personnellement, la vie de mes proches ça m'a jamais trop inspiré. Il y en a que ça aide, mais je trouve que le vrai conseil en matière d'écriture c'est d'écrire. Vous avez envie d'écrire un truc, écrivez-le. On s'en fout que ce soit bien, on s'en fout que ça fasse pas le sens, on s'en fout que ce soit un bout d'histoire que vous reprendrez jamais. C'est juste, vous ressentez le besoin d'écrire, faites-le. Et on s'en fout que ce soit bon ou pas. Faut arrêter avec cette idée aussi de plumes. Il n'y a aucune plume qui sont véritablement belles et remarquables, et il n'y en a aucune qui sont si catastrophiques que ça. Et on le voit vraiment en France parce qu'on est très ciblé sur la façon d'écrire. Alors que quand on lit des bouquins en anglais, c'est très rare qu'on dise « Ah oui, la plume est incroyable !» Non, on va parler de l'univers, on va parler de l'histoire, on va parler de la profondeur des personnages. Et personnellement, moi, ce qui m'intéresse le plus dans une histoire, ça va être la profondeur des personnages. Si j'arrive à relate, à être en empathie avec les personnages, c'est-à-dire que l'auteurice, elle a fait son taf. Même s'il peut y avoir des trucs un peu exagérés, si j'ai vraiment... Si les personnages ont des vraies réactions humaines, bah, du coup forcément ça va me plaire. Là où d'autres personnes vont me dire ah bah non, moi j'adore les univers de fantasy, il faut que les décors soient très bien écrits. Et on est tous sensibles aussi aux différentes choses. Mais le conseil qu'on donne très souvent et qui est aussi très vrai, c'est que écrivez l'histoire que vous avez envie de lire. Si ça n'a pas été écrit avant, et même si ça a été écrit avant, genre écrivez ce que vous avez envie de lire, écrivez ce que vous aimez lire. Et c'est en ça que c'est important de lire à côté, mais écrivez, genre vraiment c'est le meilleur conseil à donner dans la vie, c'est écrire tout le temps, écrire quand vous en avez envie. Moi je me souviendrai toujours de Nin qui avait dit ça mais il y a des années, et elle l'avait pas dit spécifiquement à moi, elle l'avait dit de manière générale, qu'il n'y avait jamais de bon moment pour écrire et qu'il fallait un peu voler du temps. Et je peux vous le montrer parce que mon téléphone est à portée de main, mais j'ai je ne sais pas combien de notes où en fait c'est plein de bouts d'écrits. Bon, il y a des trucs un peu confidentiels, il y a des trucs un peu administratifs, mais il y a plein d'écrits. Genre vraiment, c'est plein de notes qui contiennent des morceaux de texte, des morceaux de paroles, des morceaux d'un peu de tout et n'importe quoi, parce que parfois t'as souvent même pas le temps de te poser derrière un ordinateur, te dire attends, j'attends que l'inspiration vienne à moi, ou alors non, moi j'écris que quand je suis inspirée, ça c'était mon grand truc, de me dire que j'attendais d'être inspirée, mais en fait il n'y aura jamais de moment parfait pour écrire, vous aurez jamais un petit ange qui va vous dire vas-y, c'est ton moment, je fais dormir tes gamins, c'est ton moment pour écrire. Non, c'est quand t'as 5 minutes, c'est comme pour la lecture, t'as 5 minutes, tu prends ton téléphone, t'écris, t'ouvres ton ordi, t'écris, tu prends un carnet, un stylo, enfin moi j'ai fait ça pendant des années sous la douche chez mes parents, je me souviendrai toujours, où j'avais tout le temps des idées quand je me douchais, et bah le temps que je m'habille et que j'aille dans ma chambre, j'avais oublié. Donc j'allais me doucher avec un carnet et un stylo qui restaient sur le lavabo à côté de la baignoire, parce que quand j'avais l'idée, je pouvais les noter. Et dans 98% des cas, c'était nul. Mais les 2%, ça m'a créé des super fanfictions par la suite. Et voilà, il n'y aura jamais de moment parfait pour écrire. Il y aura jamais de... Enfin, les planètes seront jamais alignées pour vous. C'est à vous de trouver le temps, à vous de gagner en confiance en vous pour dire vas-y, c'est bon, je le fais, je me lance. Et c'est pas évident, hein. Vraiment, depuis le temps que j'écris, voilà, j'ai jamais osé passer le cap du premier jet, voire d'envoyer une maison d'édition. Donc ça veut dire que j'ai aussi mes propres insécurités, mon manque de confiance en moi. Mais vraiment, si vous avez envie d'écrire, écrivez. On s'en fout de l'après. Pensez à vos lecteurs potentiels dans votre tête, parce que c'est important de se mettre à la place d'une personne extérieure. Parce que pour vous, il y a des choses qui sont claires, mais pour le lecteur, ça ne le sera pas forcément. Mais autrement, il n'y a rien qui vous empêche d'écrire, et voilà. Écrivez tout le temps, écrivez ce qui vous fait envie. Écrivez ce que vous avez envie de lire, et c'en est tout. J'ai beaucoup parlé, ma conclusion était très longue, j'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu, que ça vous avez fait plaisir d'avoir un petit update écriture, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!